Je m'appelle Charlotte et je pense que les plus belles découvertes se font au bout de la rue. Ce que j'aime, c'est découvrir notre beau pays avec des personnes exceptionnelles et souvent insolites. Alors, je vous emmène avec moi. Nous sommes dans les Vosges cette semaine. On a découvert ensemble dans un précédent épisode l'importance de la forêt et du bois dans cette région. Le bois est un matériau traditionnel, mais qui en réalité peut être aussi un matériau extrêmement innovant. On va voir ça avec Pascal et Quentin. Et ici, nous sommes à l'ENSTIB, l'École nationale supérieure des technologies et des industries du bois d'Épinal. Pascal, on a parfois quelques préjugés sur le bois en tant que matériau. Par exemple, le fait que ce serait quelque chose un peu en voie de disparition. Est-ce que c'est vrai ? Le bois n'est pas un matériau en voie de disparition. Ce qui colle à l'image du bois, c'est que c'est un matériau qu'on appelle noble et traditionnel. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le bois aujourd'hui, dans les matériaux qui sont utilisés à travers le monde, vient en deuxième position, égalité avec l'acier, derrière le béton. C'est donc un matériau qui est éminemment stratégique, parce qu'il a plein d'avantages. D'une part, c'est un matériau, mais c'est aussi une énergie, et c'est un matériau et une énergie qui poussent. Et des matériaux qui poussent, il y en a assez peu finalement. Donc c'est incontestablement un matériau d'une grande modernité dans les problématiques qui sont les nôtres aujourd'hui, en matière de ressources, puisque là on a une ressource renouvelable au sens étymologique du terme. Et qui est vraiment renouvelé, c'est-à-dire que quand on consomme du bois, est-ce qu'il est replanté ? Comment on peut savoir ? Sans t'abreuver de chiffres, on va prendre simplement l'exemple de la forêt française. La France a aujourd'hui un patrimoine forestier, un territoire forestier, qui est revenu au niveau de ce qu'était la forêt du Moyen-Âge. Donc elle n'est pas en régression, elle est au contraire en permanence en augmentation. Et pourquoi ? Alors, pour plein de raisons. D'une part, parce que la forêt, c'est souvent dans des zones rurales, bien évidemment, dans des zones de montagne, en particulier dans les Vosges, et que la déprise des terres agricoles fait qu'à partir du moment où l'agriculture recule, la forêt avance. Et réciproquement. Aujourd'hui, si je prends l'accroissement biologique annuel de la forêt française, c'est-à-dire ce que tous les ans, tous les mètres cubes que gagnent tous les arbres de notre forêt française. Aujourd'hui, en termes de consommation, donc d'exploitation, on exploite à peine 50% de cet accroissement biologique annuel. La France produit plus de bois qu'elle n'en utilise. Alors, moyennant les problèmes d'importation de bois qui viennent de différents endroits, de forêt du Nord ou ailleurs. Mais globalement, oui, elle en utilise beaucoup moins que ce que la forêt produit chaque année. Donc, il n'y a pas à avoir d'inquiétude sur une disparition de la forêt, bien au contraire. Ce qu'on a tout intérêt à faire, c'est à l'utiliser davantage pour plein de raisons. Et là, on rejoint la dimension environnementale du bois. Quand on met en œuvre n'importe quel matériau, on produit du CO2. Et Dieu sait si le CO2, c'est un vrai problème qui nous interpelle tous par rapport au dérèglement climatique. Le bois, dans son processus de fabrication, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire à travers de ce qu'est l'arbre, puisque pour fabriquer du bois, dans l'arbre, il faut plusieurs choses. Il faut de la lumière, le soleil, il y en a. Il faut de l'eau pour les racines, des sels minéraux. Et puis il faut un truc sans lequel la photosynthèse ne pourrait pas se produire, c'est du CO2 atmosphérique. C'est-à-dire qu'évidemment, l'arbre est un capteur de CO2. Donc, pour se fabriquer, le bois va pomper du CO2, donc contribuer à régler un des problèmes qui est un de nos problèmes environnementaux actuels. Mon mètre cube de bois qui a été fabriqué par l'arbre, quand je le mets en œuvre, par exemple dans cet amphithéâtre-là, je contribue, pour chaque mètre cube de bois, à fixer l'équivalent d'une tonne de CO2. Parce que dans ces cas-là, le CO2, il ne se redéploie pas. Non, il est là, il est figé là. Tu as des tonnes de CO2 dans ce bâtiment-là, qui sont le résultat de la photosynthèse et de l'utilisation intelligente du bois dans des bâtiments. Passionnante cette discussion. Pascal nous montre que le bois regorge de surprises et de découvertes particulièrement intéressantes. Pascal est l'un des fondateurs de cette école. Il l'a dirigée pendant de nombreuses années. Et ici, on vient de toute la France pour se former en tant qu'ingénieur ou encore architecte. Ici, c'est un lieu, on voit, où les étudiants s'activent, on entend les machines. Qu'est-ce qui se passe autour de nous et quelles sont les formations qui sont suivies ici ? Alors, ici, nous sommes dans la halle de technologie. On est dans une usine de transformation du bois comme on en retrouve partout à travers la France et à travers le monde ou à peu près. Alors ici, dans cette école, on a 3 missions essentielles.
Une première mission, c'est bien évidemment la formation. Une deuxième mission, puisque nous sommes dans une école qui relève d'une université, c'est la recherche. Et la troisième mission, c'est l'appui industriel et le transfert de technologies. Depuis la forêt, la première transformation, le meuble, les unités de fabrication de produits d'ingénierie, le bâtiment, l'énergie, enfin, etc. Cette école accueille également plusieurs laboratoires de recherche, dont celui-ci, qui est l'un des plus grands laboratoires au monde sur les matériaux. Et vous allez voir en quoi le bois est transformé ici, c'est très étonnant. Tous ces matériaux qui sont là, ils sont issus plus ou moins du bois. Et qu'est-ce que c'est? Ils sont issus, je dirais, complètement du bois, puisque ce sont des mousses qui sont élaborées à partir des tanins. Alors les tanins, c'est connu dans les tonneaux pour faire donner de la qualité au vin. Mais là, l'équipe d'Alain Selzard a développé tout un ensemble de matériaux, donc des matériaux extrêmement légers, issus du bois, bien évidemment. Oui, tu peux toucher. Hein. Ah oui, effectivement. Et qui peuvent avoir des applications, bien évidemment, dans le domaine de l'isolation. C'est plus léger que du polystyrène, par exemple. Bien sûr. Et puis, c'est pas du pétrole là-dedans, hein, oui. c'est du bois. Et puis, avec une autre caractéristique qui est surprenante pour un matériau issu du bois, c'est que c'est ininflammable. Puis la légèreté, bien évidemment. On a là des choses absolument formidables. Alors, c'est décliné sous différentes variantes, différents procédés, mais on retrouve toujours cette même thématique de l'élaboration de matériaux qui ont des applications dans le domaine de notre quotidien. Comme quoi, par exemple? Dans le domaine de l'électronique, dans le domaine des transports, dans le domaine des transports, pour faire des matériaux avec des propriétés tout à fait particulières en termes de résistance et de légèreté, dans le domaine de l'isolation, dans le domaine de la filtration, dans le domaine de la dépollution des sols, etc. etc. La chimie verte ou la chimie du végétal de manière particulière est un secteur en plein développement et on l'a très largement anticipé ici à l'ENSTIB depuis un certain nombre d'années et on a la chance d'accueillir ici une équipe de recherche de renommée internationale sur cette thématique-là. Et tu dirais qu'aujourd'hui, sur là où on en est dans la recherche, on a encore plein de choses à découvrir? Je crois qu'on a encore plein de choses à découvrir. Il y a eu un retard considérable sur la partie chimie liée à ce matériau-là depuis des décennies et des décennies. Et aujourd'hui, dans la problématique des matériaux et des matériaux renouvelables en particulier, on est en train de s'intéresser très très près et tous les jours ou presque l'équipe d'Alain Selzard qui est présente ici imagine de nouvelles molécules, de nouveaux matériaux. Enfin, c'est un véritable bonheur. Du coup, tu dirais que c'est un domaine qui intéresse les jeunes de plus en plus ou pas? Oui, bien évidemment, parce que nos jeunes générations sont intéressés, hein, on le voit dans les mouvements sociaux qui peuvent voir le jour ici et là régulièrement. L'environnement, le développement durable, les matériaux renouvelables, ça fait partie des préoccupations essentielles de la génération qui va nous suivre. Définitivement, le bois est un matériau innovant et complètement dans l'air du temps. Et pour me donner un exemple à la fois pratique et très à la mode, Pascal me présente Quentin, un de ses anciens élèves. Pendant sa formation avec 4 copains, ils ont travaillé sur des lunettes en bois. À la sortie de l'école, les copains se sont transformés en collègues puisqu'ils ont monté leur société d'objets fabriqués en bois. Et l'entreprise a bien grandi puisque désormais ils sont 15. Vous vous êtes dit que ça pouvait devenir une entreprise ou bien vous vous êtes dit que ça vous a vachement plu et donc vous aviez envie de continuer? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que sur le moment, on ne s'est pas tout de suite dit on peut en vivre, on peut créer notre entreprise autour de ça, mais c'est vrai que ça a vachement plu. Et puis à côté de ça, on fabriquait aussi des skates pour nous, on fabriquait des skis, on s'est fabriqué des vélos en bambou. Et puis tout ça mis bout à bout, on s'est dit effectivement peut-être qu'on pourrait essayer de Parce qu'au départ c'était juste pour vous faire plaisir. Au début c'était juste pour se faire plaisir. Et en fait un skate, c'est pas juste un bout de bois, c'est ça. Il faut réfléchir à la façon dont il faut le faire pour que ça roule bien. Exactement. Ouais, en fait, pour prendre l'exemple de cette planche, un skateboard, donc ça va être composé de plusieurs feuilles de bois. Une feuille de bois, ça fait à peu près 1 mm, 1,2 mm d'épais. Nous, on achète le bois comme ça vient essentiellement des Vosges. Et ces feuilles, on va les encoller dans des moules, dans des presses. Et on va intégrer aussi des fibres, c'est du composite en fait. On va intégrer des fibres de lin et des fibres de carbone à l'intérieur de la planche pour renforcer et puis pour donner des propriétés mécaniques intéressantes pour une planche de skate, quoi. C'est-à-dire que par exemple, il doit pouvoir se plier un peu ou ce genre de choses? Il doit être un petit peu souple, il doit renvoyer un petit peu dans les virages, c'est-à-dire que quand on appuie sur la planche dans les virages, il faut que ça renvoie un petit peu, comme un ski en fait. Ça t'en fait? Ouais, un petit peu, du skate et du longboard un petit peu, mais c'est vrai qu'au début,
au tout début du projet, on faisait plutôt des produits jolis, mais qui n'étaient pas très techniques. Et nous, notre challenge un petit peu, ça a été de se dire, ok, on veut que ce soit joli, mais on veut surtout que ce soit technique. Et faire en sorte que nos skates ils soient utilisables vraiment, quoi, que nos vélos aussi, et puis que nos lunettes elles soient résistantes, qu'on puisse monter des verres de correction à l'intérieur, qu'un opticien puisse la vendre sans avoir peur de casser la lunette à chaque fois qu'il la manipule. Et alors tu dirais que miser sur le bois, aujourd'hui, c'est un pari gagnant? Dans notre cas, oui. Clairement, parce qu'on a une activité, on a démarré donc à 5. Et en 2013, on a créé en SARL. Et depuis, ça fait 3 ans, enfin, on est dans la 3e année et on est 15 à peu près maintenant dans la société. Donc on a une croissance qui est quand même assez intéressante. Et donc ouais, pour nous, ça a été un pari gagnant. Alors, par exemple, ces lunettes, je me sers. Hein. Oui, vas-y. En plus, j'imagine qu'en termes, c'est recyclable. C'est pas le but premier, on va dire que c'est vrai que nous, si on regarde notre façon de communiquer sur notre site internet, on fait pas de greenwashing dans le sens où on va pas dire qu'on fait du bio, qu'on plante un arbre à chaque fois qu'on... Enfin, voilà. Ça ne me va pas bien, c'est ça? Si, ça va. Si, ça va, ça a sorti au pull en plus. Mais non, on fait de l'approvisionnement local, les bois ils viennent de pas loin. Quand on a besoin d'une ressource humaine, donc d'un usineur, on va le chercher le plus proche possible. Donc naturellement, on fait les choses comme il faut en fait. On ne va pas aller chercher un fournisseur à l'autre bout de la planète si on a besoin de quelque chose alors que c'est produit à côté de chez nous. Donc on fait du made in Vosges, mais du vrai made in Vosges. Et les 5 copains, ils sont toujours copains? Ça marche de travailler avec les copains? Il faut mettre des règles, ouais. Mais nous en l'occurrence, ça c'est... on va dire globalement bien passé. Aujourd'hui, on est 2 encore dans la gérance. On est toujours 5 associés, mais 2 dans la gérance. Il y en a un qui est parti en année sabbatique pour profiter un peu. Il voyage en Amérique du Sud. Et puis il y en a un autre qui était parti aussi voyager, qui revient là, à partir de juin. Donc on a aussi instauré ce petit roulement qui nous permet de développer la société, mais aussi personnellement d'avoir d'autres expériences de vie. Donc une entreprise qui respecte à la fois les matériaux et les gens. Voilà, on essaye au maximum. Ouais. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait de l'épanouissement au travail, il faut qu'il y ait de la cohésion dans l'équipe, il faut que tout le monde s'entende bien, quoi. On passe la majorité de notre temps au travail, donc autant que ce soit dans un cadre agréable. Je vais peut-être pas m'y mettre aujourd'hui, mais en tout cas, vous, si vous voulez redécouvrir tous les mystères du bois, rendez-vous sur terredefrance.tv, mais aussi sur les réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de l'émission. Et à très vite pour de nouvelles rencontres.